C'est un fleuron de la pêche industrielle française qui appareille dans le port de Dieppe en cette matinée du 14 février 1986. La campagne va durer 40 jours. Le bateau, un chalutier-usine sur lequel le poisson est conditionné, prêt à la vente quand il est débarqué, est flambant neuf, mis à l'eau il y a quelques mois seulement. Le Snekkar Arctic doit se rendre à l'ouest de l'Écosse, à plus de 4 jours de mer. La zone est riche en lingue bleue, la julienne, un poisson de profondeur qui se pêche par plus de 700 mètres de fond. À bord, 27 marins. Un capitaine, Claude Jouan, et son second, le fils de Bernard Mallet, William. Ces hommes travaillent depuis longtemps ensemble. Ils ont déjà affronté des mers difficiles et des situations de pêche délicates. Le temps du voyage est mis à profit pour les derniers préparatifs. Une fois sur la zone de pêche, le rythme est soutenu. L'équipage est payé au rendement. Sur le pont, les hommes vont se relayer. 12 heures de travail, 6 heures de repos. Il faut rentrer avec les cales pleines, 400 tonnes de poissons. Le poisson est traité sous le pont supérieur, dans la partie usine du bateau. Seuls les filets sont conservés. Le reste, tête, écailles, peau, est rejeté à la mer par une sorte de petite trappe, un vide déchet dont la commande est manuelle. 4 jours après avoir quitté Dieppe, le Snekkar Arctic arrive sur la zone de pêche. Autour de lui, 13 autres bateaux français. Le vent se lève, force 7, rien d'anormal à cette époque de l'année en mer du Nord. Dans la soirée du 20 février, l'équipage de nuit monte sur le pont. Les marins d'astreinte à l'usine attendent la relève pour aller dormir. Charles Darret, le cuistot, vient de terminer son service. Sur le coup de 11 heures du soir, on a le bateau accroché. Le bateau accroché, le chalut dehors, on a accroché au fond sur quelque chose. Le patron s'est mis à filer du câble. Il manœuvre de façon à se décrocher du fond, parce qu'il ne veut pas perdre son matériel. Ça appuie sur l'arrière du bateau. Et une vague, un paquet de mer qui est arrivé là-dessus, qui a noyé le pont. D'abord, il y avait tellement d'eau, on a peut-être eu 40, 50 tonnes ou 80 tonnes d'eau sur le pont. Et donc, j'ai refermé mon hublot. Il y avait un peu d'eau dans la cuisine. Comme j'étais en train de regarder la télévision à ce moment-là, j'ai donné un petit coup de toile, puis voilà. Et puis, je suis retourné regarder mon film que je regardais à la télévision. C'était 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, le film. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, voilà. La fin du film, j'étais me coucher, il était sur le coup de minuit. Quand Charles Darret se réveille, le cauchemar du Snekkar Arctic a déjà commencé. Mon bras s'enfonçait dans le bois, par la gîte, mais où Là, je me réveille, j'allume ma lumière, je saute de ma cabane, parce qu'on appelle ça la cabane, le lit où c'est qu'on couche. Je me retrouve déjà avec les pieds sur la cloison. Oh, je dis, ça y est, on est en train de couler. J'appelle le mécanicien allemand, je dis, Rolf, dépêche-toi, on coule. Entre 23h et 2h du matin, les pannes vont se multiplier. C'est d'abord le tableau électrique, situé sous la bouche d'aération qui disjoncte lorsqu'un paquet de mer envahit le bateau. Plus de courant. 3 des 4 pompes qui servent à évacuer l'eau embarquée quand les chaluts sont remontés cessent de fonctionner. Les vides déchets sont restés ouverts. Désormais, la mer peut s'y engouffrer. Alourdi et déséquilibré, le Snekkar Arctic penche dangereusement sur tribord. Il ne se relèvera pas. Charles Darret a à peine le temps d'enfiler sa combinaison de survie. Moi, je suis parti happé par l'eau. Et puis, je flottais, je me tenais à mon barreau, je flottais. Puis quand j'ai vu qu'il y avait assez d'eau, je dis, il faut que je lâche le bateau, parce que moi, je vais me faire fracasser par les paquets de mer. Alors, j'ai lâché ma main, et puis je suis parti comme ça. J'ai monté à 5 mètres en hauteur, 5-6 mètres en hauteur. La dernière vision que j'ai, c'est les traves du bateau avec le bulbe, puis qui s'enfonce. En moins d'1 heure, le Snekkar Arctic disparaît. 18 marins manquent à l'appel. Le cuistot, Charles Darret, ne reverra plus jamais son ami Rolf, le mécanicien. Le bateau emporte avec lui une partie des espoirs de toute une région.
18 marins français sont portés disparus après le naufrage de leur chalutier, le Sneckar Arctic, un bateau de Dieppe. 9 survivants ont été recueillis par des bateaux de pêche qui se trouvaient dans les parages. Au lendemain du naufrage, Dieppe et ses environs se réveillent sous le choc. La nouvelle de la disparition du Sneckar Arctic fait l'effet d'une bombe. Le surlendemain, les rescapés sont rapatriés en France et les langues se délient. Les premières questions se posent. Comment un bateau aussi moderne, que le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, avait surnommé la Rolls-Royce de la mer, a-t-il pu couler aussi vite? Et pourtant, l'histoire du Sneckar Arctic avait si bien commencé. Il fait partie d'une série de 3 bateaux identiques, tous les 3 assemblés chez ACM, les ateliers et chantiers de la Manche. La ville de Dieppe et la région se sont battus pour obtenir le contrat de construction, une bouffée d'oxygène au moment où les chantiers navals sont en difficulté un peu partout en France en ce début des années 80. Les subventions affluent. C'est de bon augure pour le secteur de la pêche industrielle locale. Guy Langagne est alors secrétaire d'État à la mer dans le gouvernement de Laurent Fabius. Il se souvient du contexte de l'époque. J'ai pas gardé de souvenir d'une période calme, pas du tout, du tout. Parce qu'il y a eu quand même globalement, compte tenu de la diminution des ressources, il y a eu quand même globalement une diminution constante des apports de poissons en France. Donc ça se traduit par moins de bateaux, donc moins d'hommes embarqués. Dieppe, comme les autres ports, affronte la crise de la pêche. En France, en une dizaine d'années, près des 2/3 des marins-pêcheurs perdent leur emploi. L'entrée dans l'Union européenne de l'Espagne et du Portugal ne va pas arranger la situation. Les 2 pays possèdent une tradition de pêche et de nombreuses unités qui lancent leurs filets dans les mêmes eaux que les pêcheurs dieppois, à la recherche des mêmes poissons. La concurrence est rude. Elle déstabilise le monde fragile de la pêche. Jean Beaufils était à l'époque adjoint au maire de Dieppe. Il se souvient de ces années de crise pour la pêche. Les chantiers navals, on est à la pleine période, en 82, 83, 84, où l'industrie navale en France, pas seulement à Dieppe, mais en France, connaît ses problèmes, où la plupart des bateaux sont construits en Pologne, sont construits ailleurs. Et donc il y a une sorte de mobilisation locale, à laquelle d'ailleurs je participe, pour dire qu'il faut que ces bateaux soient construits à Dieppe. Parce qu'il y a un chantier naval avec, je ne sais plus combien il y avait à l'époque, mais peut-être 300 bonhommes, et que si on n'a pas le marché des bateaux, et c'est quand même un beau marché, puisque c'était 3 bateaux à construire, 82, 84, 86, les 3 années de lancement. Donc c'était du travail sur une longue période, pour beaucoup de salariés. Donc c'était économiquement, pour la place de Dieppe, quelque chose d'extrêmement important. Et c'est même pour cela, à mon avis, que ces bateaux ont été très largement subventionnés. Quand un armateur payait 1 euro, enfin à l'époque 1 franc, eh bien il fallait que l'État mette 1 franc. En remportant l'appel d'offres pour la construction de 3 nouveaux bâtiments, les chantiers offrent à la ville de Dieppe 500 emplois, un véritable signal de redémarrage industriel. Sneckar, le nom de valeureux guerrier viking donné aux chalutiers, est un présage de bonne pêche et de réussite. Le Sneckar nordique est le premier à être mis à l'eau en 1982, suivi par le Sneckar Arctic, inauguré en 1984. En 1987 viendra le tour du Sneckar. Denis Châtelain était alors journaliste à France 3 Régions. Il se souvient que le Sneckar Arctic faisait l'objet de nombreux reportages sur les mérites technologiques du bateau. Le seul espoir, c'est comme ça que je l'avais perçu à l'époque, il n'y avait pas d'avenir sans un bateau aussi moderne que ça. Les petits bateaux ne pouvaient pas aller sur zone. Quand ils rentraient, le poisson n'était pas en très bel état, salé, il n'y avait pas de solution. Alors que la congélation avec des fours, donc congélation avec saisie rapide, c'était vraiment la solution. C'est comme si le poisson que vous aviez dans votre assiette, il sortait de la mer un quart d'heure avant. En termes de qualité du poisson, c'est vraiment ça. C'était vraiment une innovation profonde à ce moment-là. En novembre 1984,
L'inauguration du Sneckar Arctic est un événement à la mesure des espérances que suscite le bateau. Élus, journalistes se pressent autour d'Édouard Levaux, l'armateur. De l'accepter dans le contrat d'après chantier Paluel. La famille Levaux est une vieille famille diepoise. Le grand-père était déjà un des plus grands armateurs de la côte normande. Le petit-fils, Édouard, fait fructifier l'héritage. Il deviendra également maire RPR de la ville quelques années plus tard. Franck Boitel est journaliste dans la presse quotidienne régionale. Il a couvert l'histoire du Sneckar Arctic depuis la mise à l'eau du bateau. Pourquoi ce bateau magnifique, avec un équipage qui avait été quand même trié sur le volet, un bateau neuf qui représente un investissement considérable pour un armement, vous pensez bien qu'on ne va pas le confier à n'importe qui. Donc on choisit les meilleurs, Et donc l'accident en était d'autant plus incompréhensible. Le Sneckar Arctic a été conçu pour de longues campagnes en mer. L'ensemble du bâtiment fait 80 mètres dans le plan initial de l'architecte. Mais cette longueur lui ferme bon nombre de zones de pêche. Il faut donc repenser le bateau. Il est raccourci de 30 mètres par l'arrière, sans pour autant modifier le bloc usine. Le Canada avait fixé la limite à 50 mètres. La longueur ne devait pas excéder 50 mètres. Donc ces bateaux-là ont été raccourcis pour pouvoir entrer dans les eaux territoriales canadiennes et pêcher notamment la morue ou des poissons de profondeur. Mais peut-être, mais là je ne suis pas un spécialiste maritime donc je ne m'avancerai pas, qu'en raccourcissant la longueur du bateau, on en modifie aussi l'assise ou la stabilité. La pression économique est trop forte pour renoncer à de riches zones de pêche. Une trentaine de mètres en moins pour quelques dizaines de tonnes de poissons en plus, le calcul est simple. Il faut savoir que les eaux qui se trouvent à l'ouest de l'Écosse et au sud du Canada, enfin au sud-est du Canada, sont très poissonneuses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de poissons, les eaux sont froides, profondes, et il y a beaucoup de poissons de qualité. C'est des pêches de grande profondeur, puisqu'ils pêchaient la langue bleue, qui se pêche, je crois, au-delà de 700 mètres de profondeur, donc entre 700 et 1000 mètres de profondeur. Donc ça veut dire des coups de chalut très longs, avec beaucoup de câbles, beaucoup de dangers, parce qu'à partir du moment où on dévide autant de longueur, ça pose problème. Pour prendre de la lingue bleue, le Sneckar Arctic doit lancer plus d'1 kilomètre de filets et de câbles en mer. Une opération qui peut être dangereuse par gros temps. Sur un bateau raccourci, le risque d'instabilité est grand. Où était le filet la nuit du drame? Les manœuvres du capitaine ont-elles été entravées? D'autres bateaux pêchent autour du Sneckar Arctic. C'est le seul espoir pour les 9 marins qui ont pu s'extraire du chalutier. Ils flottent dans leur combinaison de sauvetage et attendent qu'on vienne les chercher. Moi, j'ai été pendant plus de 2 heures, me croyant le seul survivant. Entre les creux des vagues, on voyait les bateaux au loin. Il y avait, je sais pas, 6-7 bateaux. Mais j'étais étonné qu'une fois qu'on était dans l'eau, que j'étais dans l'eau, que les bateaux faisaient pas route sur nous. Que je voyais bien qu'ils continuaient leur pêche. Jean-Claude Bellamy était alors capitaine du Dogger Bank, un des chalutiers travaillant le plus près du Sneckar Arctic. C'est par hasard que son regard s'est arrêté sur de petites lumières qui flottaient dans l'eau. Étant donné que je les voyais une fois, que je les voyais plus, je croyais que c'était des lumières qui clignotaient comme ça. Donc, j'ai pas dirigé mon bateau là-dessus pour pas risquer de choper quelque chose dans l'hélice. À un moment, j'ai vu un bateau arriver sur nous. C'était le Dogger Bank. Le Dogger Bank recueille à son bord 9 marins du Sneckar Arctic. Mais pendant la manœuvre de secours, il perd un de ses hommes emporté par une meurtrière de la mer du Nord. Le capitaine Bellamy essaie encore de retrouver des survivants. Mais dans la matinée du 21 février, tout espoir est abandonné. L'eau est trop froide pour survivre. Tous les bateaux stoppent leurs recherches. Le Dogger Bank met le cap sur l'île Lewis pour y débarquer les naufragés, d'où ils seront rapatriés vers la France. Denis Chatelain aurait dû embarquer sur le Sneckar Arctic lors de cette marée. Mais au dernier moment, son rédacteur en chef a annulé son départ. L'équipage sur le pont met à profit le temps
Pour moi, une des images les plus marquantes, c'était quand les rescapés sont rentrés et sont sortis du bus. Je crois que j'oublierai pas cette image, quoi. C'est vraiment des visages éteints, des regards fuyants, personne qui voulait parler, personne n'avait rien à dire. Je crois qu'il y a que le cuisinier qui a accepté de donner quelques mots et qui a dit que tout était allé très vite. Je me souviens que de ça, mais je ne peux pas oublier cette scène, quoi. Bernard Mallet, lui non plus, n'oubliera jamais. Son fils William était second sur le Sneckar arctique. Ancien marin, il connaît la mer et les risques qu'elle comporte. Il a voulu comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Il n'accepte pas la fatalité. Il a fait de cette quête le combat d'une vie. Quand vous aviez un naufrage, c'était de la faute à pas de chance. Parce qu'un marin était fait pour mourir en mer. La mer a emporté mon fils. Mais la mer, elle n'est pas responsable. Elle est responsable de rien. La mer, c'est un élément. C'est un élément qui est dangereux. Hein. Les marins le savent d'ailleurs, puisqu'ils prennent assez de précautions et ils savent travailler à la mer. Seulement quand vous avez des marins qui partent sur un bateau en toute confiance et puis qu'on leur donne un sabot, un fer à repasser, là, la mer, elle prend et puis c'est tout. Mais c'est pas la mer qui est responsable. C'est les gens qui ont construit ce bateau-là, c'est les gens qui ont envoyé ce bateau-là en mer, qui sont des assassins. Pour Guy Roux, l'ancien directeur des chantiers ACM qui ont construit le bateau, une erreur de conception est inenvisageable. On a dit beaucoup de choses sur effectivement, mais la partie adverse, je comprends, ils ont souffert énormément, donc c'est normal, la réaction est normale. Maintenant, il faut quand même savoir qu'un bateau, on ne construit pas un bateau comme ça, c'est régi par des règles extrêmement strictes, c'est international. Il y a des surveillantes du bureau Veritas, l'administration aussi, on ne laisse pas partir un bateau en mer s'il ne répond pas absolument à tous les feux verts. Les marins n'avaient pas confiance en ce bateau. Ils sentaient l'instinct. Et c'est vrai, on met un marin aguerri sur un bateau, il va sentir son bateau, il ne va pas le sentir. Et ils n'avaient pas confiance en ce bateau. Tout de suite, ils se sont dit, on a des problèmes, on ne sent pas bien ce bateau. La priorité a été donnée à la rentabilité du bateau plutôt qu'à sa stabilité ou même sa sécurité. D'abord, l'armateur lui-même, le haut, a dit en public, nous n'avons pas fait un bateau-usine, nous avons construit un bateau autour d'une usine. C'est donc, la principale chose, c'était l'usine. C'était le pognon, c'était le pognon, c'était ça. La vie d'un homme ne compte pas. La vie d'un homme ne compte pas. Le fils de Bernard, William Mallet, avait 27 ans au moment du naufrage. Il était père de 3 enfants. Le jour que mon fils a disparu, parce qu'on ne l'a jamais retrouvé, j'ai juré sur sa tête que je me battrais jusqu'au bout. Face au combat d'un homme qui veut comprendre, l'armateur, le constructeur, mais aussi le bureau Veritas, l'organisme qui a homologué le bateau, présente un front commun. Pour eux, le naufrage est dû à une erreur humaine. Ils tentent de faire porter la responsabilité du drame au capitaine et à son équipage. Comme dans tout accident, on ne peut jamais enlever qu'il peut y avoir eu une erreur humaine. Et j'ai dit à la fin, il y a peut-être eu une erreur humaine, et après on a dit, Monsieur Roux dit, c'est une erreur humaine. S'en prendre à l'équipage, aux marins eux-mêmes, la thèse est insupportable aux yeux des victimes. C'est un manque de respect, un manquement à un code d'honneur, alors même que les familles ne peuvent pleurer leur mort, disparus en mer pour certains. Devant la justice, les familles entendent se battre ensemble. Elles imaginent déposer une plainte commune devant le procureur de la République. Mais la loi française, à l'inverse de ce qui se pratique aux États-Unis avec des class actions, n'autorise pas ces regroupements de victimes. Chaque famille doit déposer une plainte à titre personnel. Bernard Mallet les regroupe et fonde l'association des familles de victimes du Sneckar arctique, moins de 2 mois après le naufrage. François Garot est l'un de ses premiers avocats. Là où on rejoint la class action, c'est précisément dans le rôle particulier de M. Mallet,
qu'il faut vraiment saluer parce qu'il a été le fédérateur et il a été celui qui n'a jamais démordu. Après avoir formé cette association, nous sommes allés au palais de justice de Dieppe et nous avons porté plainte. Dans l'opinion des familles des victimes au moins, et dans l'opinion dieppoise assez vite, clairement, ce n'était pas que la faute à la fatalité. Le premier réflexe, ça a été les marins n'ont commis aucune faute, c'est une question de dignité de le faire reconnaître. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous battre pour démontrer qu'il n'y a pas de faute chez nous et qu'il y a la faute chez les autres, concepteurs, vérificateurs, armateurs. Le combat est inégal. Face à l'association des familles des victimes, les mises en cause s'emploient pour faire pression sur la justice. Premier manquement à une procédure qui ne fait que commencer. Un enquêteur est nommé, spécialiste des questions de pêche. C'est Henri Poisson, celui-là même qui avait délivré le certificat de navigabilité du Snécar arctique. Il devient ainsi juge et partie. On va faire une enquête, c'est normal, on aurait mis un administrateur de Boulogne ou un truc comme ça, bon, c'est normal. Mais là, on met celui qui a suivi la construction, qui a donné toutes les autorisations au bateau de naviguer, et c'est lui qu'on met pour juger ça. S'il a commis des fautes, lui, parce qu'il en a commis, on est sûr, on les prouve qu'il a commis des fautes. Bon, s'il a commis des fautes, il va pas dire « oui, je reconnais que j'ai commis les fautes ». Il va dire « non, c'est pas moi, c'est lui qui a mal... qui savait pas piloter le bateau, c'est lui qui a pas fait ci, c'est lui qui a pas fait ça, c'est les mécaniciens qui ont pas fait ci ». 35 plaintes sont déposées devant le tribunal de grande instance de Dieppe. Les familles de victimes espèrent que des responsabilités seront prouvées et des coupables punis. Elles entament également une procédure civile pour dédommagement. L'instruction va durer 7 ans. 7 ans de confrontation, de consultation et d'audition. Les 3 mises en examen sont Guy Roux, le directeur des chantiers ACM, Jean Bourrel, responsable du bureau Veritas qui a homologué le bateau, et Henri Poisson, le représentant des affaires maritimes de Dieppe, l'administration de tutelle. Ils vont tenter de minimiser la portée du procès à venir. Mais le naufrage du Snécar arctique a déjà marqué les esprits des habitants de la région. Christian Cuvillier était maire de Dieppe. Il se souvient des pressions exercées sur les familles de victimes. Les survivants ont tout de suite été, si j'ose dire, pris en charge par les autorités, que ce soit l'armement, que ce soit d'autres personnes, de telle manière que leurs intérêts matériels soient préservés et qu'en même temps, on leur demande de ne pas être des accusateurs ou de se transformer, enfin, de participer à une campagne quelconque de dénigrement de ce qui faisait la force de l'armement et de ceux qui avaient construit les bateaux et de ceux qui avaient vérifié l'état des bateaux, enfin, de toute la chaîne des gens qui pouvaient être mis en cause dans la défaillance du bateau. Levaux est venu nous voir à la sortie de l'avion sur le tarmac là, pour nous dire qu'il y avait plein de journalistes qui nous attendaient dans l'aéroport. Restez pas discuter avec eux, voilà. Point par point, l'association des familles de victimes et Bernard Mallet vont s'efforcer de répondre aux accusations portées contre l'équipage. Notre objectif était très clair. Il était de faire reconnaître que les victimes étaient des victimes et uniquement des victimes, de faire reconnaître qu'il n'y avait par conséquent aucune responsabilité avérée pour ce qui concernait le capitaine du navire, et pour appuyer sur les fautes et les responsabilités qui avaient amené à ce naufrage. Au centre des débats, le capitaine du Snécar arctique, Claude Jouan. Il aurait remis le chalut à l'eau alors que le bateau connaissait déjà quelques avaries et aurait continué la pêche malgré les pannes électriques. Ils ont remis le chalut à l'eau, donc pendant 1 heure, ils ont essayé de réparer cette petite avarie.
Pendant 1 heure, le bateau a continué et ce bateau a même coulé, tout feu allumé, donc il avait encore tout son courant électrique. Donc on a un petit peu dit rapidement, le bateau était désemparé sans plus rien. C'est pas vrai. Le bateau a continué à travailler. Le patron du bateau a décidé de remettre son chalut à l'eau. Donc on peut considérer quand même que si on remet un chalut à l'eau, c'est que, je ne dis pas que tout va bien, mais qu'on peut le faire. Ça veut dire qu'au point de vue sécurité, le patron avait jugé qu'il pouvait remettre son chalut à l'eau. Est-ce que le patron a fait prendre plutôt des risques inconsidérés à son navire, donc aux hommes, parce qu'il fallait absolument qu'on pêche? C'était ça la question qui était posée au départ. Est-ce qu'il y a une faute quelque part qui pourrait dire qu'il n'aurait pas dû pêcher? On aurait pu se poser la question. Quand il a vu que la gîte prenait comme ça, c'est sûrement ce qu'il a fait dans sa tête, il a voulu revirer son chalut pour pouvoir avoir la possibilité de mieux manœuvrer. Et puis en fin de compte, quand il a reviré son chalut, il a dû en virer 200 mètres ou 300 mètres de câble. Et comme au niveau de la machine ça a cédé, tout le câble est reparti à la mer, jusqu'à qu'il n'y ait plus un morceau de câble sur le treuil. Après, le treuil marchait tout seul. Tous les câbles partaient à la mer avec le chalut qui l'entraînait. Puis de toute façon, il ne pouvait plus manœuvrer le bateau, c'était fini. On était trop plein d'eau, quoi. Autre point soulevé par l'instruction. Aucun signal de détresse n'aurait été lancé par l'équipage du Snekkar Arctic. Pas demander d'aide alors qu'on sait que il savait que j'étais là. Il y avait un autre collègue qui était à la même distance, mais sur son arrière, qui pouvait être là encore plus tôt parce que son chalut était à bord. Pas demander de venir voir, à la limite d'assister s'il y a besoin ou pas assister. Mais même qu'on se serait approché, prêt à intervenir s'il y avait eu besoin, on aurait peut-être récupéré 5, 6, je sais pas. 7 bonhommes, j'en sais rien, de plus. Mais on en aurait récupéré de plus, ça c'est certain. L'histoire du patron qui n'a pas envoyé de SOS. Moi, les gars, ils m'ont dit, nous, quand on s'est jeté à l'eau, on a vu le bateau couler, on a vu le patron puis le radio en train de se débattre dans la passerelle, qui ne pouvaient pas monter parce qu'ils étaient acculés sur un aileron et qui ne pouvaient pas bouger. Et on les a vus couler, là. Il a peut-être pensé s'en sortir tout seul, puis je sais pas. Parce qu'en plus de ça, il y avait quand même le second, William Mallet, qui était là. Et il y avait juste à dire, ça va pas, on demande assistance. Mais ils l'ont pas fait. Pour qui, pourquoi, je ne peux pas vous dire. L'enquête met aussi à jour le fait que personne à bord ne savait utiliser les combinaisons de sauvetage. Des combinaisons qui étaient pourtant au centre des préoccupations du secrétaire d'État à la mer de l'époque, Guy Langagne. C'est moi qui avais pris un arrêté sur les combinaisons de survie. Les professionnels avaient mis au point une combinaison de survie qui permettait à la fois de flotter et qui permettait de résister au froid. C'est quand même effectivement un élément de sécurité important pour les marins. Et j'avais été convaincu, je le dis franchement, qu'il fallait rendre ça obligatoire. Je me suis dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi y a-t-il eu tant de morts? Les gens n'ont pas su, la plupart du temps, mettre leur combinaison de survie, mais ceux, et ça s'est vérifié, ceux qui ont réussi à la mettre, ceux-là ont eu la vie sauve. Là, les gars sont sur un bateau de pêche et ils travaillent 18 heures par jour. Vous m'entendez bien? 18 heures par jour. Croyez-vous qu'ils ont le temps de faire des essais de trucs de sauvetage? Non. On aurait dû prendre une journée avant de lancer le bateau à la mer pour apprendre aux gars à s'en servir. Alors là-dessus, l'administration maritime est aussi fautive que l'armement. Est-ce que ça relève du commandant? Est-ce que ça relève de l'armateur de faire ces essais de combinaison? Puisqu'on avait fait l'armement du bateau qui était tout neuf. On a été longtemps, on a mis plus d'une dizaine de jours pour faire l'armement. On aurait pu faire un essai à terre. Un essai à terre avec une combinaison. Ça n'a jamais été fait. Mais c'était exactement pareil, pas spécial sur le Snekkar Arctic, comme je vous dis. C'était sur les autres bateaux pareil. Seuls quelques marins avaient procédé à des essayages de combinaisons. Le cuistot Charles Darret est de cela. J'avais mis les jambes, j'arrive pour passer le torche, j'enfile mes 2 bras. Je vais rester coincé dans la combinaison. Je me dis, mince alors,
Alors tout seul dans ma cabine, j'y vais quand même pas appeler personne, je me débrouillais en me tortillant, j'ai réussi à me dégager de la combinaison. Ce jour-là, j'ai pas réussi à mettre ma combinaison. Si les essais de combinaison étaient si rares, c'est parce qu'elles sont fragiles et chères. Les essayer, c'est prendre le risque de les abîmer. Mais pour les avocats des familles de victimes, le débat sur l'utilisation ou non des combinaisons de sauvetage occulte la recherche de responsabilités bien plus importantes. Des responsabilités sur la conception du bateau. Lorsqu'on regarde le rapport d'expertise, on s'aperçoit qu'en raison précisément de cette surdimension de l'usine par rapport au bateau, la conception fait que ce qu'on appelle les vides déchets, c'est-à-dire en fait les trappes par lesquelles on évacue le poisson travaillé et non stocké, sont très près du franc-bord. Le franc-bord, c'est en fait la ligne de flottaison. Ce qui signifie qu'à partir du moment où le bateau gîte de façon un peu trop importante, ce qui peut arriver même dans des circonstances normales, l'eau peut embarquer par le vide-déchets. C'est pas le premier, on en avait fait plein comme ça. C'était extrêmement simple, très rustique. Mais vous savez, en mer, tout ce qui est rustique, c'est finalement beaucoup mieux que ce qui est très sophistiqué. Et curieusement, les marins ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait un système avec un levier pour le fermer. La petite trappe par laquelle les déchets sont rejetés à la mer va peser lourd dans l'histoire du Sneckar arctique. Au moment du naufrage, le Sneckar nordique, jumeau sorti des mêmes ACM, navigue également en mer. Le troisième navire identique, le Sneckar, est toujours sur cale en finition. Rapidement, après le drame, ils subissent des transformations. Pour les familles de victimes, c'est bien la preuve qu'il y avait des défauts techniques à bord. Le rapport d'expertise nous apprend qu'effectivement, à la suite du naufrage du Sneckar arctique, des modifications sont intervenues sur le Sneckar nordique. Le retour à Dieppe du Sneckar nordique, quelques jours seulement après le naufrage du Sneckar arctique, s'effectue en toute discrétion. Les chantiers, ils ont préparé, au niveau du vide-déchets, une porte adaptable, ouvrable de la passerelle, avec une commande de la passerelle. Mais ça, je l'ai su après, bien après. Donc, tout le monde se posait des questions, comment ça se fait que le bateau a coulé, ceci, cela, mais les chantiers et puis l'armement, ils savaient. Ils ont fait faire cette pièce-là dans les chantiers, en kit, et quand le bateau, ils l'ont fait rentrer, il est rentré sur quelques temps après, quelques jours après, à 11h du soir. Il y avait des journalistes, tout ça, qui étaient sur le quai, ils ont interdiction de monter à bord, il y a juste les gars des chantiers qui sont montés à bord avec leur nouvelle porte. Ils l'ont installée, ils ont fait monter les commandes à la passerelle, et puis tout, à 7h du matin, tout était installé. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et nous, on cherchait toujours pourquoi qu'on avait coulé. On avait coulé par là. Ils ont fait des transformations terribles, ils ont changé les pompes, ils ont revu l'alimentation du tableau électrique. Tout de suite après le naufrage. Ah, tout de suite après le naufrage. Ils ont supprimé les vides déchets, ils en ont mis un hydraulique qu'on pouvait commander de la passerelle et d'en bas. Ils ont mis des alarmes. Enfin, ils en ont fait pour vraiment une fortune de réparation là-dessus. Ces modifications auraient pu passer inaperçues. Mais c'était sans compter sur la solidarité des gens de la mer, ou le hasard, tout simplement. Comment j'ai su ça? Des années après. C'est au moins, Gisèle, 2-3 ans après. Oui. Ouais. 2-3 ans après, par le gardien du bateau, qui m'a expliqué ça. Je dis plus quoi que tu me l'as pas dit. Il me dit il fallait que ce soit confidentiel. Ouais. Bon, lui, il était comme gardien du bateau, il a été amène de voir le travail qu'ils ont fait. Alors pour vous dire, les chantiers savaient, l'armement savait aussi pourquoi qu'on avait coulé, mais nous, on ne savait pas. Puis on laissait les experts patauger. L'enquête sera aussi marquée par un oubli volontaire de taille, inexplicable. Pas un rescapé ne sera entendu par le juge, alors même qu'ils sont les seuls à pouvoir témoigner des circonstances du drame. Le bateau aurait coulé, qu'il n'y aurait pas eu de rescapé, ça aurait peut-être été aussi bien. Hein? On aurait dit, on ne comprend pas. Hein? Un bateau neuf, fleuron,
Le Rolls-Royce de la mer, comme il disait à Thalassa. Pendant l'instruction, les affaires continuent. Malgré les doutes sur la conception du Sneckar arctique. Un peu moins d'un an après le naufrage, en février 1987, les ACM mettent à l'eau le Sneckar, dernier des 3 bateaux identiques à être construits dans ces chantiers. Un ouvrier des chantiers livre ses doutes devant une caméra de la presse locale. Et vous avez l'arrondi du long, là, comment il est plus bas par là. Mais il va pas trop bien, ce gars. Non, ça se voit le mieux. Bon, moi, il est pas au point. Qu'est-ce qui se voit, là? Mais il pense trop sur la droite. Qu'est-ce que ça va faire, alors? Ben, ça veut dire qu'en temps mauvais, et ben, par les vagues, le roulis, tout le bordel, ben, il peut... D'accord? 7 ans d'instruction. Les familles de victimes commencent à trouver le temps long et se posent désormais des questions sur le fonctionnement de la justice. La rumeur court sur les quais de Dieppe. Le tribunal subirait-il des pressions? Pourquoi, 3 ans après le naufrage, l'armateur Édouard Levaux n'a-t-il pas été entendu par le juge? Est-ce parce qu'au même moment, il entre en politique et devient un influent conseiller général du département? Il y avait, nous semblait-il, des éléments troublants. À titre d'exemple, si des mises en examen multiples ont eu lieu, l'administrateur des affaires maritimes, le bureau Veritas, le constructeur du bateau, en revanche, fort curieusement, l'armateur du bateau, c'est-à-dire le propriétaire du bateau, n'avait pas été mis en examen, n'avait été entendu comme simple témoin qu'à la toute fin de l'instruction et n'avait pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel. En fait, l'armateur du bateau était une personnalité tout à fait connue sur la place de Dieppe, personnalité qui avait des engagements politiques et cette place que cette personne tenait dans la cité a probablement amené les magistrats à prendre des précautions par rapport à son éventuelle mise en cause. M. Levaux n'était plus, aux yeux d'un certain nombre de gens, un simple armateur. Il était un armateur, mais en même temps député ou maire de Dieppe ou engagé, prenant des positions politiques. La justice est au-dessus des pressions. Maintenant, il est très clair que lorsque l'on envisage de mettre en cause une personnalité, quand on est magistrat, probablement y réfléchit-on à 2 fois. « 1993, 7 ans après le drame, le procès que toute la ville de Dieppe attend a enfin lieu. Sur le banc des accusés, Guy Roux, directeur des ACM, les chantiers qui ont construit les Sneckar, Jean Bourrel, du bureau Veritas, et Henri Poisson, administrateur des affaires maritimes. Pour les familles, les 7 années d'instruction qui laissaient présager un long procès débouchent sur une mascarade judiciaire. Une seule journée d'audience, une simple journée d'audience pour 7 ans de procédure. Le procès a commencé à 9h, il a fini à 10h du soir. Je sais pas, ça avait pas l'air d'un procès, ça avait l'air de... Je sais pas. Il y a eu un des avocats adverses qui, lui, a insulté l'équipage en disant que c'était des propres à rien, des pâtissiers, qu'ils n'étaient pas capables d'avoir un bateau, enfin... La colère de Bernard Mallet est relayée par toutes les familles de victimes. Les frères Le Carpentier ont perdu leur père, marin sur le Sneckar arctique. Ils étaient adolescents. Ils se sont constitués partie civile et ont bien évidemment assisté au procès. L'équipage était vraiment sali lors de certaines plaidoiries, avec un avocat qui exerçait son métier, certes, mais qui vraiment salissait les membres d'équipage et c'était pas tolérable. D'ailleurs, il y a eu 1 ou 2 fois où certains enfants de marins se sont fait expulser puisqu'on avait qu'une envie, c'était de réagir en entendant ce qu'on entendait lors de certaines plaidoiries. C'était assez difficile. 15 jours plus tard, le verdict tombe. C'est la relaxe pour tous, aussi bien pour les familles des victimes que pour les accusés. Mais 18 morts, des rescapés non entendus, des questions non posées sur le naufrage, sont autant d'éléments qui renforcent la détermination des familles de victimes. On s'achemine vers un 2e round judiciaire. De nouveaux avocats interviennent dans le dossier, comme Benoît Gruau, du barreau de Paris. Le Sneckar arctique est l'une de ses premières affaires.
7 décembre 1993, le tribunal correctionnel de Dieppe relaxe les 3 prévenus. Le ministère public fait appel et nous nous retrouvons en 1995 devant la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle. Le 15 mai 1995, la cour d'appel de Rouen rend sa décision. L'association des familles de victimes reprend espoir. Il y avait en réalité un partage de responsabilités entre à la fois les prévenus et l'équipage, où on a considéré à cette époque que l'équipage était responsable en partie du naufrage, notamment à cause de la manœuvre qui avait été faite par le capitaine et également sur la question des gilets de sauvetage, où on a à un moment donné reproché à ces pauvres marins de ne pas avoir mis leur gilet de sauvetage à temps. 90% de fautes pour l'équipage et 10% de fautes pour les chantiers et de navigation. Et ils ont condamné le constructeur à 10 000 francs d'amende et l'administrateur qui avait donné le permis de naviguer à 10 000 francs d'amende aussi. Et tous les deux à 6 mois de prison avec sursis. Pour Bernard Mallet, comme pour les autres familles de victimes, ce n'est pas assez. Il faut continuer le combat et saisir la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction française. Elle ne juge pas le fond de l'affaire, mais statue sur la forme et la procédure. Au bout de quelques mois, elle rend ses conclusions. En 1996, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen est cassé pour un problème de procédure, mais qui est là, pour le coup, assez exceptionnel. Bon. Problème de droit. Un magistrat de la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen n'avait pas siégé. Donc c'est une nullité de procédure. L'histoire judiciaire du Sneccar arctique n'est pas à voir en surprise. La justice se déclare incompétente à juger un des accusés. Henri Poisson, l'administrateur des affaires maritimes, est un militaire. Seul un tribunal militaire est apte à se prononcer. Henri Poisson sort du procès. Guiroux, directeur des ACM, est lui reconnu coupable. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende, 5 000 €. Guiroux est seul pour répondre au chef d'inculpation d'homicide involontaire. Quand il se pourvoit en cassation, la 2e fois dans l'histoire judiciaire du Sneccar arctique, c'est pour jouer la montre, dirait-on en langage sportif. Les avocats de Guiroux se doutent qu'une nouvelle loi est en préparation. Une loi qu'on pourrait croire faite sur mesure. Il lui faut juste gagner du temps. L'intérêt aussi d'une bonne justice, c'est qu'il est difficile de rendre une décision sachant que la loi va changer quelques mois après. Et donc c'est une pratique qui existe à la Cour de cassation, notamment sur des dossiers où il y a une réforme sensible qui est en cours, de laisser les dossiers en suspens, d'attendre que la loi soit votée pour ensuite statuer sur la nouvelle loi. Cette nouvelle loi, c'est la loi Fauchon, déposée par le sénateur du même nom. Adoptée le 10 juillet 2000, elle amoindrit la responsabilité pénale dans les délits non intentionnels et les homicides involontaires. Le destin de Guiroux bénéficie d'un sérieux coup de pouce. Le 20 mars 2001, 15 ans après le naufrage du Sneccar arctique, la justice n'en a pas terminé avec cette affaire. La Cour de cassation demande un renvoi devant la Cour d'appel de Paris. Au même moment, le Sneccar, 3e bateau sorti des chantiers ACM, connaît des soucis en mer. Il a chaviré au large de la Norvège. Et il a chaviré du bon côté, parce qu'il n'y avait pas de déchets. Autrement, il y allait comme les autres. Et le bateau, l'administration maritime, l'a fait rentrer à Dieppe. Décidément, les Sneckars sont mal nés. Aucun des 3 bateaux sortis du même moule des ACM n'échappe aux avaries. À son tour, le Sneccar nordique, premier mis à l'eau, connaît des problèmes. Immobilisé 2 ans en bout de quai à Dieppe, il est finalement revendu dans un pays de l'Est. Triste destin pour des navires qui devaient être des fleurons de la pêche industrielle française. Le cours de la justice pour l'affaire du Sneccar arctique n'est pas glorieux non plus.
La procédure n'en finit pas. En 2003, la Cour d'appel de Paris, appliquant les effets de la loi Fauchon, adoptée 2 ans plus tôt, enlève toute responsabilité pénale dans le naufrage au constructeur Guiroux. La Cour d'appel de Paris, relaxant sur le plan pénal, des années après le naufrage, nous a renvoyés devant le tribunal de grande instance de Paris uniquement sur l'action civile. En 2006, 20 ans après le naufrage du Sneckar Arctic, les juges mettent enfin un terme à la procédure pénale. Personne n'est reconnu coupable. Mais pour les familles des victimes, il faut sauver l'honneur des marins. Bernard Malet poursuit son combat, sur le plan civil cette fois. Le tribunal civil ne statue que sur les dommages et intérêts des plaignants. Il faut recommencer à zéro. Octobre 2008. Enfin, les dossiers vont pouvoir être refermés. La première chambre de la Cour d'appel de Paris, l'une des plus prestigieuses de France, vient clore 22 ans de procédure. Bernard Malet peut enfin lever les bras en signe de victoire. Oui, monsieur Malet, nous avons gagné, nous avons l'intégralité de nos demandes. Les responsabilités sont claires. Enfin, c'est 22 ans après, monsieur Malet, vous avez bien fait de tenir. L'appel de la délivrance des avocats de Bernard Malet. La Chambre civile de la Cour d'appel de Paris a rendu son délibéré dans un énième rebondissement de l'affaire du naufrage du Sneckar Arctic en février 1986. La Cour d'appel reconnaît la responsabilité du constructeur et condamne les assurances. L'association de familles du Sneckar avait fait appel en juin dernier après avoir été déboutée au civil. C'est incroyable, 22 ans. 22 ans, et puis on était dans le vrai. Bilan. 43 plaignants sont indemnisés. Les veuves de marins disparus reçoivent 45 000 €. Les orphelins ou les parents, entre 10 et 15 000 €. Un résultat au goût amer qui ne remplacera jamais les maris, les pères ou les enfants disparus. La fin des Sneckar marque la fin d'une époque pour Dieppe et sa région. Les ACM déposent le bilan quelques années après le naufrage. Tout comme l'armateur Édouard Levaux, qui perdra également son fauteuil de mer en 2008. Ce combat des gens, encore une fois, je termine là-dessus, de M. Malet, qui, contre vents et marées, le petit poussé tout seul, le pot de terre contre les pots de fer, pour la mémoire de son fils, pour la mémoire des marins, est allé jusqu'au bout. Et c'est peut-être la réponse définitive à votre question. Il faut quand même de temps en temps croire à la justice. Bernard Malet a tenu parole. Il a mené son combat jusqu'au bout pendant près d'un quart de siècle, pour son fils et pour tous les marins disparus. On retrouve un élément qui était son élément. Il adorait la mer, il était fou de la mer. Alors, je sais pas, c'est un peu de lui. Vous pensez à lui? Ah, beaucoup, toujours. Quand Vous savez qu'il n'y a pas une journée que je n'ai pas pensé. Je me réveille la nuit des fois, j'y pense. Sur les hauteurs de Dieppe, le 21 février, une cérémonie rappelle qu'il y a désormais un avant et un après Sneckar Arctic. Depuis le drame, il y a eu d'autres disparitions en mer. Mais dorénavant, les combinaisons de sauvetage sont systématiquement essayées par les marins avant le départ. La cérémonie rappelle également que face à la justice, face à l'injustice, les combats des familles de victimes méritent toujours d'être menés jusqu'au bout.